Alors Michel Dubois, vous êtes aumônier, vous intervenez également en milieu carcéral, vous êtes professionnel du dialogue en général et des cercles de dialogue en particulier, et vous allez nous partager vos expériences. Françoise Balaguer, vous êtes avocate, médiatrice, formée au processus collaboratif, et donc à ce titre membre de l'Association française des praticiens de droit collaboratif. Vous allez nous aider à tisser des passerelles entre les propos d'Olivier et le droit collaboratif. J'en profite pour vous inviter à noter vos questions. Vous pourrez les poser très directement à la fin de cette table ronde à nos invités experts. Michel Dubois, tout d'abord. Nous venons d'entendre donc Olivier. Merci pour cette conférence riche et instructive. Donc Olivier nous a parlé des racines de l'intelligence collective. L'intelligence collective découle d'un ancêtre qui est le dialogue. Pouvez-vous nous éclairer sur les origines du dialogue en général et plus particulièrement des formes de dialogue qui inspirent votre pratique? Ah, alors, juste, j'ai oublié un truc, c'est qu'il y a les micros qui sont là. Voilà. Oui. Et il y a le deuxième micro qui est là. Alors, en revanche, pour éviter de faire circuler les micros, il nous manque peut-être un troisième micro. Ah, mais vous avez... Autant pour moi. Bon, évidemment, comment est-ce que le dialogue a commencé? Personne ne le sait, mais je dirais que les origines du dialogue remontent au commencement de l'humanité, au peuple premier et à une tradition ancestrale de ces peuples qui consistait à se réunir autour du feu la nuit tombée et à raconter et à transmettre les origines, l'histoire des origines. Et l'histoire et les histoires du peuple. Je pense bien sûr aux palabres de nos ancêtres africains, et je pense également aux Indiens d'Amérique, et particulièrement aux Indiens iroquois qui s'asseyaient en cercle afin de parler et d'écouter du fond du cœur. Et c'est un processus qui a été observé par Benjamin Franklin et qui est un des... voilà. Et les Indiens iroquois s'étaient dotés d'une constitution qui a été une des influences sur la constitution américaine. Les Indiens iroquois, voilà, avaient cette facilité, cette pratique d'écouter totalement de tout leur être, voilà, du centre d'eux-mêmes, et d'écouter et de parler du fond du cœur. Et ils utilisaient dans leur processus un bâton de parole. Celui qui avait le bâton de parole parlait en premier. On commençait par le plus ancien. Et tout le monde écoutait religieusement. Et le bâton conférait un sens de dignité, voilà, à la parole et à l'écoute. Il ne s'agissait pas de gagner quoi que ce soit, mais de s'entendre. Donc c'est à ce moment que vous me remettez le bâton de parole, qui est un bâton de parole réactualisé. Voilà. Et vous me le remettez ou je vous le rends? Alors je vais m'adresser maintenant à Olivier. Je vais vous remettre
ce bâton de parole qui est une jolie image. Vous êtes donc le spécialiste à cette table de l'intelligence collective. J'ai évidemment très envie de vous faire réagir sur l'intelligence collective vis-à-vis du processus de droit collaboratif. Mais avant ça, avant de vous solliciter, je vais vous demander à vous, Françoise, de bien vouloir nous rappeler le mode de fonctionnement des premières étapes de ce processus, celles qui sont liées à la phase 1, la phase d'objectivisation. Alors simplement, le processus collaboratif, c'est un enchaînement de temps. Un enchaînement de temps qui se déroule d'abord l'avocat praticien avec son client, on est seul avec lui. Puis ensuite, on a un enchaînement de temps où l'ensemble des parties au conflit, associés de leur avocat, se retrouvent ensemble. Première étape de cet enchaînement, nous avons une étape qui se nomme le récit, où, pour reprendre les paroles de Michel, l'avocat et cet indien iroquois qui va écouter son client, qui va l'écouter dans tout ce qu'il va lui dire, en respectant ce temps d'écoute. Puis ensuite, on va se retrouver à 4, donc l'ensemble des parties au conflit, et les avocats vont en amont préparer cette réunion pour qu'il y ait une communication qui se passe de la meilleure façon possible, en respectant, pareil, les règles de communication et surtout respectant l'humain et les humains que nous sommes. Nous aurons ensuite une réunion à 4 où chaque partie au conflit va venir expliquer son histoire, venir raconter son histoire. Et l'avantage du processus ou la particularité du processus, c'est que l'avocat de la partie qui parle se tait et c'est l'avocat de la partie entre guillemets adverse à ce stade-là qui va reformuler ce client qui parle. On parle de reformulation croisée. Puis ensuite, nous repartons avec notre client pour un nouveau rendez-vous en nos cabinets. Nous allons là travailler sur un ensemble aussi qui est innovant. On va travailler sur ce qu'on appelle les besoins. Un peu ce dont nous parlait tout à l'heure Olivier, c'est-à-dire on va travailler sur les motivations. Qu'est-ce qui motive nos clients à garder ces positions de conflit? On va aller chercher ces moteurs silencieux, ceux qui sont là au fond de nos tripes, ceux qui se cachent sous cet iceberg de la position. Et on va aussi rechercher les motivations de notre adversaire. Puis on va repartir en formation, en réunion plénière, et chacun va parler de ses besoins, mais surtout il va aussi faire attention à l'autre et parler des besoins de l'autre dont il aura, pendant ce temps avec son client, évoqué. Puis ensuite, peut-être un moment aussi de pause pour ces parties. Ce sont les avocats qui vont travailler et qui vont faire en fait leur métier, le premier métier que l'on a, c'est-à-dire l'audit juridique, l'audit financier, l'audit du dossier. Merci Françoise. Alors Olivier, en quoi ces premières étapes respectent-elles les fondamentaux de l'intelligence collective ? Moi j'entends plusieurs choses vraiment essentielles dans ce résumé. J'entends un processus, une structure qui a été choisie, élaborée, qui n'est pas le fruit du hasard, qui est le fruit d'une expérience remise, je dirais, sur l'ouvrage. Et donc ce processus, finalement, correspond à ce que j'appelais ce rôle de gardien. Ce processus ne se découlera pas seul. Et ça fait partie, justement, de ce rôle, de ce que je comprends de la pratique du droit collaboratif, d'être là pour incarner finalement ce processus qui peut cheminer vers de la collaboration. L'autre partie aussi qui me frappe, je dirais, c'est ce soin tout à fait particulier à la relation, à l'écoute sincère, authentique et profonde de l'autre, de ses motivations. Et donc ça, bien sûr, ça vient directement en lien avec cette question d'affiliation. Dès le début de ce processus, faire en sorte que la possibilité d'une écoute fine et sensible de l'autre se fasse et soit une espèce de socle pour bâtir au-delà. Et bâtir au-delà, on peut déjà pressentir que la parole de chacun, de chacune sera importante, donc ça me renvoie vers l'autonomie, et puis que chacun et chacune va être reconnu comme compétent pour résoudre la situation. Voilà de façon rapide ce que je perçois ici.
D'accord, ça répond à la structure que vous avez évoquée lors de votre conférence. On va poursuivre notre analyse du processus de droit collaboratif avec vous, Françoise. Est-ce que vous pouvez nous résumer maintenant les étapes de la deuxième et la troisième phase, la dernière phase, pardon, la créativité, la phase de créativité? Alors, je vous dirais que la créativité, c'est la phase la plus sympa de ce processus, celle qui est peut-être la plus compliquée pour les avocats. C'est la phase de l'imagination, et Einstein nous a dit l'imagination, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc, on est au bon endroit sur un bon débat. On va laisser nos clients décliner, tant sur nos tableaux que l'on a dans nos cabinets que sur les tables, finalement, tout ce qui leur passe par la tête pour peut-être trouver des solutions à leurs conflits. On les laisse vraiment libre cours à leur imagination, rien n'est proscrit. Ensuite, on va repartir avec notre client et l'ensemble de ses propositions dans nos cabinets, et on va passer ces options au filtre du conflit, au filtre du droit, au filtre des besoins respectifs de nos plusieurs parties. Et ensuite, on va revenir en réunion plénière, évoquer 3 valises d'offres qui nous permettront de résoudre le conflit que l'on a à débattre. Et on va se rendre compte, lorsqu'on va poser chacun nos 3 valises qui sont faites de plusieurs possibilités de solutions, eh bien qu'on va avoir des solutions qui vont se croiser, qui seront communes et qui vont nous permettre d'échafauder l'accord qui sera terminal à notre conflit. Merci. Et donc, je me retourne vers vous, Olivier. En quoi cette deuxième et troisième étape respecte les fondamentaux de l'intelligence collective? Moi, ce que j'entends en particulier ici, c'est toute cette logique d'émergence déjà, de laisser libre cours à l'imagination, à la créativité. Ça demande en fait de créer cet espace-là, et du coup de permettre à des idées, en fait, c'est comme si c'était des sortes d'entités, d'aller à la rencontre, de se générer d'autres possibilités, d'autres croisements, associations qui génèrent, au final, de la créativité. Donc cette question d'émergence est directement décrite dans tous les processus que j'appelais tout à l'heure d'auto-organisation. C'est le fruit, la fluidité de l'échange qui va permettre cette auto-organisation des idées. Et puis la dimension suivante aussi que j'entendais, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une confrontation avec le réel, avec les textes, avec ce qui est possible. Et là, c'est aussi mettre les acteurs face à leurs propres responsabilités, face à un contexte, face à une situation, face à des normes, des lois, et donc les rendre aussi capables à la fois de compétences, mais aussi même de décision. Donc on revient sur cette notion que je nommais tout à l'heure autogouvernance, c'est créer des capacités où ce sont ces personnes qui vont décider de leur sort commun. D'accord. On va revenir sur certaines étapes du processus de droit collaboratif pour les creuser et les mettre à chaque fois aussi en regard de l'intelligence collective. On va aussi parler d'émotions. On en a parlé tout à l'heure avec le discours introductif. On l'a vécu aussi avec vous de manière forte. L'émotion est-elle est-ce que l'émotion est un facteur qui favorise le développement de l'intelligence collective? Quid de la différence d'efficacité selon qu'on réfléchit à une problématique personnelle ou qui nous concerne moins directement, notamment d'un point de vue émotionnel? Olivier pour commencer, puis Françoise derrière. Oui, ça a été dit dès l'introduction par Stéphane, qui rappelait que nous sommes aussi des êtres d'émotion, nous ne sommes pas les seuls, on le sait aujourd'hui. Et en fait, ces émotions, c'est une partie de notre monde intérieur. Si nous cherchons à faire comme si elles n'existaient pas, elles trouveront quand même de l'espace, exerceront une influence, mais masquée, cachée. Et donc, certains chercheurs appellent ça, par exemple, le raisonnement émotionnel, c'est-à-dire c'est un biais cognitif qui fait qu'on croit raisonner de manière soi-disant rationnelle, et en fait, c'est sous l'influence d'émotions fortes, peut-être de colère, peut-être de peur, très très présentes dans beaucoup d'étapes de négociation, et ainsi de suite.
Donc en fait, ce qu'il s'agit ici je dirais, de reconnaître, c'est que les émotions sont là, elles sont agissantes, et elles pourront être constructives dans l'échange si elles sont rendues explicites, mises en commun et mises au service de la conversation. C'est ça la meilleure chose qu'on peut faire aujourd'hui pour développer notre capacité à dialoguer, à être en intelligence. Françoise, sur l'émotion et le processus. Moi, je vais vous donner un exemple, une anecdote que j'ai vécue et qui parlera d'elle-même. C'était un conflit d'associés, un conflit de dentistes. On avait 3 dentistes qui se séparaient. Et moi, j'avais une des dentistes. Donc, on a fait la première étape, le récit. Elle m'a expliqué tout ce qui se passait dans cette structure, les raisons pour lesquelles ils se quittaient. On est parti sur un process et au cours de ce processus, à la première réunion à 4, au moment de raconter son histoire, elle avait une communication corporelle qui parlait, c'est-à-dire qu'elle était figée, les bras étaient croisés, elle était glacée sur son siège. Elle ne regardait pas ses associés dans les yeux. Enfin, c'était terrible à vivre, et pour elle et pour nous. Et moi, dans le travail qu'on avait fait auparavant, rien ne me laissait supposer que sur cette réunion, je me heurterais à ce bloc de glace. Et on a pris du temps, on a fait un petit aparté toutes les deux, elle m'a expliqué. J'ai tenté de comprendre ce qui se passait. Et en fait, elle avait peur de blesser ses camarades dans cette séparation, peur d'utiliser les mauvais mots, peur d'avoir une mauvaise attitude. Moi, je l'ai rassurée. J'ai appelé mes confrères pour leur expliquer, et elle a voulu d'elle-même expliquer à mes 2 confrères la réalité de ce qui lui posait difficulté. Et mes 2 confrères lui ont expliqué que les 2 autres associés avaient la même difficulté, qu'ils avaient peur de se blesser, peur de se faire mal, peur d'avoir un mauvais mot. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils s'aimaient tellement, parce que c'était ça, c'était pas que du conflit, il y avait dans ce conflit de l'amour, et que c'était ce qui était le plus difficile pour eux, c'était de se faire mal. Donc voilà l'émotion, une émotion dans un processus. On va aborder justement un autre facteur qui est partie prenante, visiblement, et du processus et de l'intelligence collective. On dit que plus on est de fous, plus on rit. Olivier, mais est-ce qu'on est plus on est à réfléchir, meilleures les réflexions sont-elles? On peut en douter? Oui, je rêvais d'entendre Michel sur les émotions quand même. Ah, alors, Michel sur les émotions. On va dévier de notre conducteur, mais justement. C'est vraiment important, c'est complètement fondamental de pouvoir les ressentir. De passer d'un refus de ressentir certaines émotions à une acceptation des émotions telles qu'elles sont, parce que ça fait partie, c'est ça qui nous permet de cheminer vers nous-mêmes, voilà, de s'accepter, de s'embrasser tel que nous sommes. Voilà, je travaille beaucoup évidemment là-dessus en prison. Voilà, on va revenir justement sur votre travail auprès des personnes incarcérées. Je rebondis juste avant justement sur le nombre. Alors la question évidemment c'est est-ce que plus on est à réfléchir, meilleures les réflexions sont? Point d'interrogation. C'est vrai que en introduction, Laurence aussi avait pointé du doigt cette difficulté. C'est-à-dire que le nombre ne suffit pas. Maintenant, le nombre, c'est aussi une opportunité d'une diversité. Et ça, c'est un facteur étant reconnu, identifié comme favorable à l'intelligence collective, justement à condition que cette diversité soit associée avec de l'acceptation. L'acceptation de ces points de vue qui vont être différents, autres, et qu'ils trouvent une place dans la conversation, dans l'échange, sans jugement. Et ça, c'est pas une mince affaire, ça s'entraîne, c'est possible. À ce moment-là, dans ces conditions-là, oui, on va avoir un dialogue inclusif qui va
permettre d'amener dans la conversation plus de parties prenantes. Et oui, là, effectivement, on va favoriser l'intelligence collective. C'est justement, donc, quand on parle de nombre, là que peut-être aussi que on prend la mesure du rôle de l'avocat, notamment dans le processus de droit collaboratif, qui devient, selon vos mots, le gardien de l'intelligence collective. Est-ce que c'est véritablement le rôle que vous jouez, vous, en tant qu'avocate, dans un process ? Moi, je ne vois pas l'avocat praticien comme un gardien, mais plutôt comme un garde-fou, celui qui va gérer, guider ses clients dans cette folie créative, tout en les guidant dans le processus, c'est-à-dire en respectant les piliers et les étapes de ce processus, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on est quand même sur quelque chose qui respecte des principes bien déterminés. Le plus de cet avocat praticien au processus collaboratif, c'est qu'au-delà de ce garde-fou, il est... j'allais dire, ou le chef d'orchestre qui met en musique les notes de ses clients, ou un couturier qui va rendre un costume sur mesure à chaque conflit. Est-ce qu'on peut parler de maïeutique, de pousser à l'accouchement ? C'est intéressant parce que du coup, on va rebondir sur ce que vous commenciez à aborder, donc votre travail au sein du prison. On parle de gardien, on parle de garde-fou. Les personnes que vous accompagnez se trouvent confrontées à une autre forme de garde-fou, donc les gardiens de prison. Dans cet univers, par essence contraint, comment vous parvenez à recréer les conditions d'un dialogue ? Est-ce que c'est possible ? Oui, bien sûr. Dans une prison, voilà, j'accueille, dans la prison où je travaille à Fresnes, j'accueille des populations qui ont une grande des détenus d'une grande diversité d'origine, de religion. Voilà, j'ai beaucoup de chrétiens et de musulmans qui viennent, qui veulent méditer pour s'apaiser. Et je voudrais dire que la prison est un lieu où tout le monde juge tout le monde. Et c'est un peu une caricature, un verre grossissant de la société à l'extérieur. Et les détenus ont un statut en fonction de leur acte d'accusation ou de leur condamnation, avec en haut de l'échelle les braqueurs et les gros trafiquants de drogue, et tout en bas de l'échelle les pointeurs, les détenus qui ont qui sont auteurs d'infractions sexuelles. Et tous ont en commun la volonté de ne pas montrer leur vulnérabilité. On se confectionne une sorte d'armure d'apparence. Et voilà, c'est une question de survie. Et bon, je les accueille pour faire de la méditation en m'appuyant sur une pratique d'attention à la respiration. En portant attention à notre respiration, on porte attention à la vie. Et en même temps, ce qui monte dans la méditation, c'est notre vie. Il y a des pensées douloureuses qui surgissent, et d'un seul coup, la vulnérabilité qui remonte. On est conscient, on devient conscient de nos pensées, de notre impermanence, de notre fugacité, et donc de notre vulnérabilité. Beaucoup de pensées négatives. Voilà, la douleur d'être séparé de sa famille et de ses enfants. En cette période de Covid, de ne pas pouvoir tenir ses enfants dans ses bras
lors du parloir. Donc les familles manquent les détenus sont en souffrance de ne pas voir leur famille. Après la méditation, très souvent, je propose qu'on fasse un cercle de parole. Ce cercle de parole est basé sur le fonctionnement du council des Indiens Iroquois. Et j'utilise 4 recommandations plus une. C'est la méthode d'une association qui est née aux États-Unis, qui s'appelle Center for Council et qui intervient dans les prisons de l'État de Californie et maintenant dans les prisons fédérales. Et les 4 recommandations, c'est d'écouter du fond du cœur. Voilà. D'écouter pleinement avec tout son corps et avec tout son être, sans jugement, sans évaluation, la sincérité de l'autre. Et la deuxième recommandation, c'est de parler du fond du cœur. La personne qui parle a un objet de parole, voilà, qu'elle prend le temps de sous-peser et de tenir, voilà. Et parler du fond du cœur à la première personne de ce qui se passe maintenant, de son ressenti, en s'adressant à la totalité du cercle. Ne pas parler d'une personne qui ne pourrait pas répondre, soit qu'elle soit dans le cercle ou non, puisque seule la personne qui parle a l'objet de parole. La troisième recommandation, c'est la spontanéité. Pendant que l'autre parle, j'écoute totalement et je ne répète pas silencieusement ce que je vais dire quand mon tour de parole viendra. Je fais totalement confiance dans l'instant présent. La quatrième recommandation, c'est d'être économe en parole, d'aller directement au cœur de ce que j'ai à dire et de ne pas me perdre dans un enchaînement de paroles, dans une logorée. Afin que toutes les voix du cercle puissent être entendues dans le temps imparti. Et à cela, on peut ajouter une cinquième recommandation qui, elle, dépend de tous les participants. Ce qui est dit dans le cercle ne sort pas du cercle. Et je précise toujours, ça dépend de vous. Je peux pas faire de garantie. Voilà. Merci. C'est pareil, ce qui sera dit dans cette salle ne sortira pas de cette salle. Donc, je pense à vos questions pour tout à l'heure. On va rester dans le cadre contraint de ce contexte pénitentiaire. Dans quelle limite l'intelligence collective, si tant est qu'elle y arrive, devient un exercice émancipateur pour les prisonniers que vous accompagnez? Est-ce que c'en est un déjà? Ouais, il s'agit d'un exercice émancipateur pour moi, comme pour les autres. C'est l'écoute, c'est l'occasion d'écouter et de parler du centre de nous-mêmes, de parler de façon profonde et intime, et non d'émettre ou de partager une opinion ou un jugement. Voilà, dans la majorité des cas, on se retrouve en prison parce qu'on est déjà enfermé. Enfermé dans des idées sur nous-mêmes,
dans un déficit d'estime de soi, dans un sens d'impuissance, dans des croyances sur soi et sur les autres, dans l'impression de ne pas avoir sa place ou dans une incapacité à communiquer, ce qui, bien évidemment, a conduit certains détenus à cogner, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de se faire entendre autrement. Voilà, où ils n'avaient pas la capacité, où ils ne sentaient pas la capacité d'utiliser des mots. Est-ce que la reconnaissance de l'identité de chaque participant est un fondamental au dialogue, d'une part, et d'autre part, est-ce que ces expériences d'inclusion vous sont bénéfiques lorsque vous la faites vivre en dehors des prisons, dans un cercle plus associatif ? Oui, le dialogue palpite et vit à travers les cercles. En s'ouvrant aux autres et en accueillant la parole du cœur de l'autre, en étant soi-même accueilli, on s'accueille soi-même, on s'accepte, on lâche ses défenses, son armure d'apparence, et on expose son authenticité et sa vulnérabilité. On fait ainsi un premier pas pour des personnes détenues, un premier pas vers le monde extérieur. On devient véritablement qui nous sommes. Pas une fois pour tous, c'est un processus. On devient qui nous sommes. Et dans le processus du cercle, l'ouverture d'une personne déclenche l'ouverture d'une autre, donne en quelque sorte la permission à une autre personne de s'ouvrir. Aux États-Unis, le Center for Counsel est commissionné par l'administration pénitentiaire de l'État de Californie pour intervenir dans toutes les prisons. On s'est aperçu que ça faisait baisser le niveau de violence et le niveau de récidive considérablement. Dans la plupart des pénitenciers de l'État de Californie, en particulier les pénitenciers de haute sécurité, les détenus se regroupent en gangs ethniques avec des noms aussi exotiques que les Black Panthers, Chicano Brothers, les Skins, c'est les Indiens d'Amérique, et Aryan Brotherhood, hein, les frères aryens. Et durant des années, dans une des prisons les plus de haute sécurité maximum, la prison de Salinas, une guerre. Il y avait une guerre qui a fait des dizaines de morts entre les Chicano Brothers et les Black Panthers. Sur le site du Center for Counsel, centerforcounsel.org, il y a la photo de l'enforcer, l'homme de main des Chicanos, qui a des tatouages sur le visage et qui a tué 21 personnes en détention. Donc on partait d'une situation d'extrême violence. Et Jared Side, le directeur du Center for Counsel et les personnes du Center for Counsel ont fait des dialogues, des cercles de parole, des councils, à l'intérieur
de chaque gang. Ils ont formé des facilitateurs à cette pratique, donné vraiment l'usage de cette, transmis vraiment l'usage de cette pratique. Et ensuite, il leur a proposé de faire un council ensemble, les Chicanos et les Black Panthers. Et voilà, on s'est regardé en chien de faïence, mais le fait d'entendre l'autre dire quand j'avais 11 ans, mon grand frère a été abattu par la police, et de se dire mais c'est la même histoire que moi, c'est mon histoire. D'un seul coup, voilà, se reconnaître dans l'histoire et la souffrance de l'autre, ça a permis de faire la paix. Voilà. Et après ce premier council, l'enforceur des Chicanos et le chef des Black Panthers sont sortis en marchant côte à côte. Et le council s'était passé dans le gymnase, et la prison s'est littéralement figée. Les surveillants, aussi bien que les autres détenus, ils les ont regardés comme s'ils avaient vu des Martiens débarquer. C'était quelque chose d'inimaginable de voir ces deux types marcher côte à côte. Voilà. Et maintenant, entre les gangs à la prison de Salinas, les conflits se règlent dans les councils. Le nombre d'incidents a baissé. Il y a des études qui ont été faites, qui ont été faites par l'Université de Californie et je crois une autre organisation dont je me souviens plus non, qui ont montré que les facteurs de criminalité ont tous baissé. Je crois sur 5 facteurs, 4 facteurs ont baissé. Et du coup, l'administration pénitentiaire américaine a demandé au Center for Council de faire des councils parmi les surveillants. Voilà. On s'est aperçu, l'État de Californie s'est aperçu que les surveillants avaient une espérance d'âge de 58 ans. Voilà. La moyenne de décès se produisait à l'âge de 58 ans. Donc, ils ont fait une enquête et ils se sont aperçus que la plus grande cause de stress pour un surveillant, c'est les autres surveillants. Et donc voilà, ils ont été commissionnés à faire des cercles entre surveillants. Ils font également des cercles dans les stations dans les commissariats de police de Los Angeles et d'autres villes de Californie. Ils font des cercles parmi les associations comme Black Lives Matter, et ensuite ils les mettent ensemble. Vous pouvez nous dire un mot aussi de l'association que vous avez cofondée il y a 18 ans et dans laquelle vous faites aussi hors contrainte. Oui, j'ai cofondé, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes en situation de précarité, et j'ai cofondé une association qui s'appelle L'un et l'autre et qui distribue des repas aux personnes en situation de précarité. Et voilà, dans un lieu qui est partagé avec les restaurants du cœur et la Chorba. Et j'ai fait, il y a quelques années, j'ai fait des premiers cercles avec des bénévoles, alors des gens extrêmement, une grande diversité de personnes, des retraités, des gens qui ont vécu dans la rue. Et il y avait une femme que j'avais connue en distribuant des repas quelques années
quelques années avant à la guerre du Nord. Et quand elle a parlé, elle a un peu raconté son histoire. Et ensuite, elle a fondu en larmes. C'était la première fois qu'elle était écoutée avec une telle attention, avec une attention totale par une vingtaine de personnes. Ça ne lui était jamais arrivé. L'émotion, encore une fois. Encore une fois, de l'émotion, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Olivier, on va continuer à parler de contraintes. Hein. Le processus de droit collaboratif repose sur les étapes présentées auparavant par Françoise. Mais est-ce que l'intelligence collective peut s'exprimer pleinement dans ce cadre prédéfini? En d'autres termes, en d'autres mots, quels sont les leviers pour que le processus de droit collaboratif n'active pas pleinement du fait justement de ce cadre normatif? Quels seraient les leviers qui ne seraient pas activés? Exactement. Oui, ok. Disons que c'est vrai que nous, dans nos pratiques au sens large d'intelligence collective, et il y en a énormément, le fait de définir des processus et donc des structures, c'est toujours en lien avec une finalité, c'est-à-dire que cherche-t-on à faire? Et donc on ne peut pas tout faire en même temps. Ça, c'est déjà un point important. Dans ce que j'ai entendu en fait par rapport au processus, il y a évidemment cette question de dialogue qui est au cœur, une autre forme de dialogue justement qui se rétablit. Ce qu'on peut se dire peut-être, c'est justement par rapport à tout à l'heure cette question de diversité. Y aurait-il la place pour finalement inviter d'autres parties prenantes dans cette conversation? Alors je sais que j'ai bien conscience que les contextes dont on parle ici sont déjà des contextes de tension, des contextes délicats. Et il y a toujours une réticence à exposer ces tensions à d'autres. On le voit bien dans les organisations. Un conflit entre deux personnes, il est entendu que généralement ce conflit doit être réglé entre les personnes et pas exposé par exemple dans une réunion d'équipe. Mais ça c'est une convention, je dirais, acquise. Ça n'est absolument pas une nécessité, et bien au contraire, puisque quand on regarde dans une équipe, tout le monde en fait est au courant de ce conflit. Tout le monde. Et subit les conséquences du conflit. Donc, une autre manière de faire est en fait de traiter ce conflit au niveau de l'équipe, pour voir justement d'autres modalités de résolution. Pourquoi je prends ce petit détour? C'est pour dire que peut-être que dans les pistes à explorer, ce serait aussi de voir quelles sont les autres parties prenantes qui pourraient avoir une place dans ce processus. Je pense, puisqu'on parle, j'ai bien entendu que ce n'est pas le seul mode, c'est pas le seul contexte d'intervention, les questions familiales, on va dire, mais dans des contextes de divorce, les enfants sont des acteurs clés parce qu'ils vivent les conséquences de ce qui va se décider là. Voilà. Y aurait-il une possibilité, par exemple, une ouverture du processus à d'autres parties prenantes du conflit, Françoise, une réaction? Alors c'est déjà quelque chose qui est intégré dans le processus, puisque nous avons la possibilité de faire appel à des tiers sachants. Et par exemple, concernant les enfants, on peut les faire entendre ou les faire intégrer le processus via des pédopsies, des psys, des personnes qui peuvent recueillir leurs paroles et donc les faire intégrer ce processus par ce biais-là. D'accord, merci. Merci beaucoup. On arrive à la fin et du temps imparti et quasiment de toutes mes questions, mais pour vous laisser justement la possibilité de pouvoir poser les vôtres, je vous invite à vous faire connaître si vous avez une question, et je pense que le micro va circuler. Si vous en avez pas, j'en ai quelques-unes. Là-bas. Merci.
Juste pour rebondir sur les derniers propos. Alors, est-ce que vous pourriez juste, je pense, enlever le masque parce qu'on ne vous entend pas? C'est vrai, vous avez raison. Juste pour rebondir sur le dernier propos d'Olivier, concernant la gestion du conflit en équipe, le régler dans une équipe. Est-ce que le processus collaboratif n'exige pas que tout le monde soit d'accord pour s'y prêter, ce qui n'est pas forcément le cas dans une équipe un peu vaste, afin que le processus puisse aboutir à une résolution du conflit, justement? Oui, oui, oui. Alors, effectivement, moi, en tout cas, dans ce que j'ai évoqué, je suis sur des pratiques de résolution qui ne sont pas forcément spécifiquement celles qui sont ici évoquées dans ce cas du droit collaboratif. Mais je pense en tout cas à tout un ensemble de pratiques qu'on qualifie de restauratives, qui sont importantes, en particulier dans ces cultures que tu citais, Michel, les cultures des natifs américains, mais dans plein d'autres endroits du monde en fait. Et ces pratiques restauratives considèrent que ce qui se vit au sein du collectif est matière à finalement grandir ensemble. Et donc le vivre ensemble, le grandir ensemble, le faire ensemble aussi bien sûr, tout ça peut et doit, dans ces cultures-là, dans ces pratiques-là, se traiter en collectif. Donc ça veut dire qu'il s'agit, si jamais une organisation souhaitait aller vers ça, il s'agit beaucoup plus de, dès le début, mettre en place une culture qui va vers ça, qui tend vers ça et qui montre à quel point c'est nécessaire et souhaitable pour finalement la réussite, l'épanouissement, le dialogue et toutes ces choses-là. Et bon, moi je sais que je suis impliqué dans notre coopérative, ça fait partie de nos pratiques, mais dans plein d'autres collectifs où, dès le début, c'est un choix en fait, de se dire, nous choisissons, et d'ailleurs quand je parlais tout à l'heure des communs, les communs aussi, ça fait partie des conditions qui ont été définies observées par Elinor Ostrom comme étant une des conditions de leur pérennité, de trouver des modalités de résolution de conflits qui soient définies déjà, qui soient explicites et qui soient accessibles. Ça, c'est un point très important. Dans la plupart des organisations, en fait, personne ne sait comment on fait pour résoudre un conflit. En fait, il n'y a pas, c'est écrit nulle part, c'est pas dialogué, c'est quasiment tabou. Donc, il y a tout un travail en fait d'élaboration, je dirais, de construction, de conditions qui vont permettre ça. Donc, ce sera un raccourci effectivement d'aller directement vers la résolution dont je parlais. Par contre, il y a tous ces préalables qui permettront au final que ça se passe. Merci. On a une autre question, je crois, qui est là-bas. Bonjour, je voulais rebondir sur l'influence des émotions, puisqu'on en a beaucoup parlé. Et on a cité les émotions comme la colère et la peur. Et je m'interrogeais sur le point de savoir si finalement on ne pouvait pas un peu réhabiliter les émotions, puisqu'elles peuvent avoir un effet positif d'adaptabilité de la personne aux situations. Même la peur peut permettre de s'adapter de façon constructive la peur n'est pas forcément paralysante, elle permet à l'esprit de s'adapter. Et vous avez aussi des émotions positives, comme l'empathie, comme la joie, comme l'envie de le sentiment de bien faire. Et ça, je pense que l'émotion est trop souvent dénigrée et considérée comme un facteur négatif et déconsidérée dans notre société. Et je voulais insister sur ce point qui me semble... voilà. Donc sur le rôle et la réhabilitation des... L'influence positive sur le processus collaboratif. Les émotions. Voilà. Alors, on est encore sur le sujet des émotions, François. Moi, je vous dirais que sur les émotions, justement, c'est ce qui fait que le processus est quelque chose un mode de résolution qui est supérieur aux autres modes de résolution, puisqu'il prend l'humain dans son entité, avec ce qu'il a en propre, son dialogue, son émotion, positive ou négative. Donc, les outils du processus sont ça.
c'est-à-dire cette entité d'humanité. Et je crois que justement, c'est ce qui est parfois difficile à l'avocat tel qu'il est construit dans les écoles des barreaux, parce qu'on l'a pas ouvert à cette partie de l'humain. Et c'est ça qui manque. Mais non, l'émotion ne fait pas peur, parce que l'émotion, elle fait partie de nous. Donc si on ouvre la porte de notre cœur, tout le travail est fait. L'autre n'a qu'à y pénétrer et on peut travailler là-dessus. Le cœur encore. Michel ? Oui, c'est ce processus collaboratif. Ça ouvre le cœur, ça fait naître. On lâche le poids du conflit, du ressentiment, et on fait naître un sens de libération, un sens de joie, un sens du bonheur. C'est formidable. Vraiment, c'est important. C'est plus important que de gagner. Olivier ? Oui, je voulais dire aussi sur ce sujet effectivement fondamental, l'invitation que j'ai envie de vous faire même, et le mot a été utilisé à plusieurs reprises, en fait, c'est d'aller beaucoup plus sur cette logique d'acceptation. C'est-à-dire que on se rend compte aujourd'hui que ça ne nous rend pas service de qualifier les émotions, d'étiqueter les émotions, certaines comme étant positives, d'autres comme étant négatives. Si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que c'est juste une construction. Imaginez la situation où vous venez de perdre une personne qui vous est proche. Ressentir de la tristesse n'est pas une émotion négative, c'est une émotion qui génère, qui marque le lien, l'attachement que vous aviez avec cette personne et qui célèbre aussi ce lien. La colère, finalement, va être la marque que vous êtes profondément choqué, perturbé par une situation qui vous révolte. C'est la source finalement d'un combat. Regardez aujourd'hui dans notre société combien d'acquis nous avons qui sont le fruit de combats passés et donc de colère passée, et ainsi de suite. Donc, et juste un tout petit mot là-dessus, il y a un processus très intéressant dans ces temps bouleversés par nos questionnements écologiques. Un processus, et je sais que Michel s'y intéresse aussi beaucoup, qui s'appelle le travail qui relie, en fait, qui cherche à créer des conditions où nous allons pouvoir nous connecter à notre émotion, nos émotions, face à cette crise écologique. Et donc, les ressentir pleinement, les traverser, y compris dans la douleur qu'elles vont peut-être provoquer, évidemment. C'est difficile. Néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'elles sont négatives. Au contraire, elles sont là à nous aider, nous en avons besoin. Donc voilà, c'est le point qui me semble important aussi. Et je vais prendre une dernière question. Merci. Alors, une observation et une question. L'observation, c'est pour... Je me permets de vous appeler par les prénoms parce que je ne me souviens plus des noms de famille. Donc, pour Olivier, moi, j'ai été surprise de cette idée qu'il fallait considérer de résoudre le conflit entre deux personnes au niveau de l'équipe. Parce que il me semble que lorsqu'on aborde la résolution du conflit, on parle de la confidentialité comme une garantie qui est accordée aux personnes en conflit. Et donc cette idée d'introduire toute l'équipe, ça me surprend. Et je ne suis pas sûre que ça soit compatible avec cette garantie de confidentialité. Ça, c'était pour l'observation. Puis j'ai une question. Alors, à nouveau, je me permets de vous appeler par votre prénom parce que j'ai oublié votre nom. J'ai très peu de mémoire des noms. Mes filles me disent « Maman, tu te souviens de nos prénoms, c'est l'essentiel. » Oui, c'est heureux. Une question pour Michel. Donc, il y a une mesure manifestement de l'efficacité de ces cercles de parole par la diminution des facteurs de violence. Je me demandais s'il y avait aussi une mesure de l'impact sur les détenus
lorsqu'ils ont la possibilité de sortir de prison. Est-ce qu'il y a une mesure de l'impact que ça peut avoir sur l'itinéraire personnel des détenus lorsqu'ils sortent de prison? Écoutez, pour ce qui est de la France, je peux pas répondre. Il n'y a pas, dans la mesure où il n'y a pas d'études qui ont été faites. Je crois qu'aux États-Unis, il y a apparemment une baisse de la récidive. C'est encore un peu trop récent pour qu'on puisse le voir à la longue. Je sais que c'est aussi le cas pour les détenus qui ont pratiqué la communication non violente. Hein. Il y a un autre processus qui est assez similaire, qui est celui de la communication non violente, qui a été créé par Marshall Rosenberg. Il y a une baisse de la récidive, oui. Oui, certainement. Enfin, je vois des détenus, je n'imagine pas qu'ils récidivent. Voilà, il y a quand même des personnes qui se sont transformées en détention. Voilà. Maintenant, j'ai le privilège de voir des détenus qui viennent pour faire de la méditation, parce qu'ils ont un désir de s'apaiser et du coup un désir de changer. Voilà, voilà, il y a le désir il est évident, mais en dessous, il y a un désir de transformation, il y a un désir d'ouvrir son cœur et de devenir plus conscient. Voilà. Conscient, non pas comme un chat qui guette le trou d'une souris, mais plutôt comme une mère qui veille sur son enfant. Voilà, donc je n'imagine pas que certaines des personnes que je vois récidivent. Merci. On est vraiment contraint par le temps. Alors, ok, ça marche, oui, pas de problème. Mais peut-être qu'un micro. Ah oui, le titre de votre livre. Merci, oui, pour cette question. Alors, bon, mon livre, moi, je l'ai appelé « Découvrir l'intelligence collective ». Sur la théorie de l'autodétermination, moi, je vous encourage, puisque je travaille avec l'éditeur Duno depuis un certain nombre d'années, j'ai fait traduire en français un bouquin qui est introductif sur cette théorie-là, qui est très intéressant, qui s'appelle « Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ?» d'Edward Deci, D-E-C-I, qui est l'un des deux grands chercheurs qui a initié ce mouvement-là, et maintenant, bon, ils sont nombreux. Après, pour ceux qui lisent l'anglais, et qui ont un peu plus de courage et de temps peut-être, il y a un livre magnifique de 700 pages, mais qui est incroyablement riche, en fait, et perturbant même tellement c'est puissant, qui s'appelle tout simplement Self-Determination Theory, donc Edward Deci à nouveau, et Richard Ryan, R-Y-A-N. C'est là pour une plongée, franchement, moi je vous encourage à ce voyage. Et tous ces livres vous seront offerts par Olivier à la sortie. Voilà. Merci beaucoup pour ce premier cycle.